Alors, on va répondre dans un premier temps à Sébastien Tos 279 qui dit paix à Benoît déjà parce qu'il a dû regarder quand tu étais malade. Donc il est quand même gentil. Et puis il C'était sympa. demande où est-ce qu'on achète nos comics et nos BD. Et surtout moi parce qu'il est lorrain. Voilà, donc moi évidemment je vais chez Momi à Metz et de temps en temps je vais chez Isler BD parce qu'il a du choix aussi qui est sympa. Vous les gars, vous allez où? Alors moi, c'est quand je descends sur Toulouse, parce que je suis pas à côté de Toulouse, mais moi je vais chez Guillaume, à comptoir du Rêve Comics, qu'on avait reçu. Et sinon, j'essaye de trouver chez moi, c'est dans une petite librairie qui s'appelle La Fourmi Rouge, mais il faut commander. Donc c'est jamais du dispo, et sinon bah, c'est Leclerc Culturel. C'est les deux seules offres que je peux avoir chez moi. Ouh, il va au Leclerc. Ouh. Mais ouais, mais c'est le seul qui a des choses. Sinon, je fais mon stock tous les 3 mois chez Guillaume à Toulouse. Et ben moi, de temps en temps, je vais au centre-ville d'Aix-en-Provence où il y a deux librairies, c'est La Licorne et La Bédérie. Et quand je ne peux pas, j'ai pas le temps parce que c'est chiant pour aller se garer, et cetera. Et ben je fais un petit peu comme Red et je commande sur internet chez Leclerc parce que c'est Ouh. le plus facile et que je vais faire mes courses là-bas. Donc en y passant, bah voilà. C'est ça. Donc, on essaye quand même de faire vivre les libraires. Oui, C'est pas c'est mal le ça. but. Tout ça pour dire C'est qu'il quand faut même le faire but. vivre les libraires, exactement. Et deuxième doigt de réponse, Ouais. alors là, les gars, je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est Ludivine Monnaie Clé 8631. Ludivine, oui, on est regardé par une femme. Une femme! Je suis pas prêt. Alors déjà merci, un grand merci parce que d'après les Bon courage. statistiques YouTube, Désolé. il y avait 100% d'hommes qui nous regardaient. Donc là, on est content, il y a une femme au moins. Eh ben écoute, déjà merci beaucoup. Et bon courage. Juste par principe. C'est ça. Ça Et du merci. coup, elle nous dit, en vidéo, vous êtes interchangeables. Même coupe de cheveux, même barbecue. Je pense qu'elle voulait dire barbe. Même si on a chacun. Moi, j'ai un barbecue Weber. Ah, moi, j'ai la sous-marque. Ah moi j'ai un Jiffy à 20 balles. Donc, même coupe de cheveux, même barbe et moustache, ça vous dirait de modifier votre look pour vous différencier. Alors déjà, lui dit et ensuite, je plaisante bien sûr. Mais dans le Ludivine, respect. Hein. On est des triplés. Voilà, tu nous as démasqués. Merde. Complètement. Ah bah en Ma même mère, c'est temps, son père. on est un peu à un an près ou deux, on a le même âge, on est de la même génération, donc à un moment donné, bon, voilà. On est très, Et très proches. mis à part ça, dire qu'on se ressemble tous les trois, c'est vraiment pas sympa pour moi. Voilà. Quel enfoiré. Donc maintenant, c'est toi qu'on emmerde. Allez, on passe à À l'épisode. l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale éditeur de 10h47 avec un invité spécial en dessous qui est monsieur Thierry Mornay. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Toutes, c'est possible. Bah oui, c'est Oui, possible aussi. aussi. Là, à l'écran, il n'y a que trois poilus, mais bon. écoute. C'est ça. Bon bah écoutez, on lance le générique et on revient de suite. Allez. Bonjour à tous, bonjour Thierry, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très gentil de ta part. Merci de m'accueillir surtout. Avec plaisir. On t'a préparé plein de questions culinaires puisqu'on sait que tu adores ça. Du coup, la recette de la soupe à l'oignon, Batavia. s'il te plaît. Comment tu sais? Non, alors on a des questions parce on est des simples lecteurs et on s'intéresse vraiment aux comics et aussi au backstage des comics. Question que je me pose directement, c'est quel est le parcours? Est-ce qu'il y a un parcours type pour devenir directeur éditorial? En tout cas, quel est le tien? Ah ouais, moi, il est relativement atypique en fait, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un parcours type des jobs équivalents, on va dire, au mien. Il y en a peut-être pas tant que ça finalement en France, quoi. Surtout quand il s'agit de parler d'adaptation de comics en VO. Ça se compte un peu sur les doigts d'une main. Hein. Je crois que vous les connaissez d'ailleurs tous. Hein. C'est des collègues. En l'occurrence, moi j'ai un parcours très atypique parce que j'ai pas du tout de formation éditoriale à l'origine. J'ai commencé par faire un DUT Tech Deco il y a très très longtemps, au siècle dernier. J'ai poursuivi par des études en Angleterre, ce qui m'a permis de me familiariser un petit peu plus avec la langue de Shakespeare. Et puis ensuite, un parcours qui m'a emmené vivre en Allemagne un petit peu.
Et puis un intérêt constant pour la bande dessinée depuis mon plus jeune âge, en fait. Pas seulement pour la bande dessinée américaine, d'ailleurs, mais c'est un petit peu l'étiquette qui me colle à la peau depuis maintenant près de 30 ans, professionnellement parlant. Même si mon parcours personnel pour arriver effectivement à animer ce catalogue aux côtés de Guy Delcourt au sein des éditions Delcourt, il passe par la case fanzine, puisqu'à l'époque c'est ce qui existait avant l'explosion en fait du multimédia, des blogs, des chaînes YouTube spécialisées ou autres, hein, on en est la preuve aujourd'hui. Et en l'occurrence, moi j'ai collaboré pendant un certain temps avec un magazine qui s'appelle Scarce. Je dis bien qu'il s'appelle parce qu'il existe toujours. Ah oui? Donc, Ok. oui, Scarce existe toujours sous la houlette de Xavier Lancel, que je salue au passage, qui a repris le flambeau. On a été plusieurs équipes au fur et à mesure au fil des décennies, finalement, à animer ce magazine qui est spécialisé en bande dessinée américaine, pas forcément qui traite d'actualité, puisque ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on va trouver quasiment au quotidien sur Internet, principalement, enfin, sur les réseaux numériques. Et donc, ouais, j'ai participé à l'animation, effectivement, de ce magazine à l'époque. J'ose dire magazine, parce que c'est un fanzine, c'est un magazine de fans, version papier qui existe, vraiment qu'on peut tenir, qu'on peut lire dans ces petites mimines. Puis j'ai collaboré à d'autres fanzines également. J'ai écrit quelques articles, je sais plus dans les tout premiers numéros peut-être de Kazmat, je crois. Faudrait vérifier. J'ai plus ça en tête exactement. J'ai collaboré aux éditions Betty aussi en freelance. J'ai collaboré avec Didier Passamonique. J'ai collaboré ensuite avec Panini, à l'époque où ils venaient de récupérer la licence Marvel. Et je m'occupais de la partie rédactionnelle de magazines en kiosque, tels que Hulk, Marvel le Ah oui. magazine, et puis D'accord. Zoom, je crois, de tête. Et tout ça, c'était avant Semic. Donc je suis arrivé chez Semic au courant 98. Finalement, ce que je devais avoir fait chez Scarce avait suffisamment été remarqué par les gens de chez Semic, qui avaient Donc été c'est eux qui t'ont contacté. Oui, ils m'ont contacté un petit peu comme ça, alors que je travaillais pas du tout dans ce domaine-là à l'époque. Je travaillais pour un revendeur Apple, pour la petite histoire. Et je passais quand même beaucoup de temps je faisais beaucoup de graphisme en fait avec eux. J'animais des formations sur les produits graphiques, les ancêtres de InDesign à l'époque, Illustrator, enfin ce genre de Photoshop, ce genre de choses. Donc une appétence quand même pour l'aspect, on va dire, graphique, quoi. Et ce qui m'a ramené immanquablement à la bande dessinée aussi. Et puis du jour au lendemain, on me propose de venir animer, d'être rédacteur en chef. C'était l'intitulé du titre. Je suis pas très titre d'ailleurs, ni même pour en général mettre mon nom en avant. Moi, je fous pas mon nom dans les bouquins pour commencer. Oui, c'est vrai. Je considère que les gens qu'il faut mettre en avant sont les créateurs avant tout. Et c'est d'ailleurs ce qui marque profondément, je dirais, c'est l'ADN du catalogue que j'anime aujourd'hui, qui est quasi exclusivement tourné vers du creator-owned, vers des titres dont les droits appartiennent aux auteurs, quoi. Contrairement aux licences. Et puis voilà, on m'a proposé ça. J'ai réfléchi un quart de seconde. J'ai dit oui, j'ai démissionné, et puis après, j'étais super courageux, donc j'ai mis 3 jours à dire à ma femme que j'avais changé de boulot. Surtout pour aller faire de la BD. C'est ça. Pour l'anecdote, quand j'ai annoncé ça même à mes parents, à mon père, parce il n'y avait pas du tout enfin, c'était un métier, on va dire, artistique. Alors, ça faisait super peur à des parents qui étaient plutôt dans la fonction publique. Et mon père, quand je lui ai annoncé que j'allais bosser dans la bande dessinée, il y a eu un blanc de 3 secondes. Vous savez, ce genre de blanc on a l'impression qu'il dure 10 minutes, en fait. Et qui me dit, mais tu vas être payé pour ça, quoi. Ah oui. Donc, ouais, il a été rassuré au bout de quelques années, puisque ouais, je suis payé pour ça. Ça fait plus de 25 ans maintenant. Donc, quelque part, je regrette pas ce choix, quoi, tout simplement. Waouh. Voilà. C'est une drôle Ça, c'est d'histoire. pour le cheminement un petit peu rapide, mais qu'on peut trouver d'ailleurs sur pas mal d'interviews de points, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé. Pour arriver effectivement à animer un catalogue, à le dépoussiérer, à reprendre, effectivement, à faire un peu de création chez Semic aussi, à bâtir, moi, ce que je continue à appeler une famille amicale et éditoriale
avec pas mal d'auteurs qui ont pu débuter d'ailleurs à cette occasion-là, que ce soit Stéphane Louis, les frères Perru, enfin, je vais pas tous les citer, Alexis Briclot, enfin voilà, des gens qui sont aujourd'hui des noms qu'on connaît. Enfin, Louis, Steph reprend Aquablue en ce moment chez Delcourt. Alors j'y suis pour rien, mais je suis tellement ravi de le voir accéder à ce genre de notoriété tout à fait méritée, et puis sur des séries de premier plan. Alexis Briclot, bon, j'en parle pas, puisqu'il est Cara Design sur pas mal de séries Marvel depuis maintenant des années. Il a bossé beaucoup avec eux. Bon, il a un parcours assez exceptionnel. Enfin, bon, tous, on peut les citer comme ça, il y en a beaucoup. Et ça, c'est une de mes vraies fiertés d'avoir pu fédérer aussi pas mal de personnes comme ça autour au moment enfin, à l'époque des éditions Sémic. Ouais, tu as pu voir leur début. Catalogue, quoi, ouais. C'est cool. Et du coup, justement, moi, je me posais la question, en dehors évidemment de ce qui est publié chez Delcourt, mais qu'est-ce que toi tu lis à côté de ça chez toi à la maison? La bibliothèque rose principalement, ouais. Non, pourquoi pas? Non, mais chacun on juge pas, on juge jamais, nous. Et Martine à la plage. Non, bah ça oui, mais surtout les détournements de Martine, en fait. Ouais. On va fleurir sur Internet, ça m'amuse beaucoup. Très bon. Non, bon, ça, sérieusement, si on peut l'être. Moi, je suis une grosse propension à lire du polar, en fait, de manière générale. Alors, ça peut expliquer aussi l'appétence que je peux avoir pour les travaux, notamment du duo magique que constituent Ed Brubaker et Sean Phillips. C'est sûr. Et puis, mais pas que, hein, puisqu'on peut aussi citer David Lapham avec Stray Bullets. Il y a pas mal de choses qui sont au catalogue, effectivement, et qui répondent à ça. Même si je m'empresse de dire que animer un catalogue, c'est pas toujours forcément publier exclusivement ce qu'on aime, quoi. Et ce qui nous plaît, même si ça teinte immanquablement, effectivement, le catalogue qu'on anime. Ça consiste surtout à essayer de mettre en concordance une exigence de qualité qu'on peut avoir dans les sélections qu'on peut faire avec ce qu'on perçoit être le goût du public. Alors bien sûr, c'est un métier qui fait qu'on se gourre une bonne moitié du temps, hein, en général. et ça continue après pas mal d'années, après quelques décennies dans ce boulot, à surtout continuer à apprendre l'humilité, parce qu'il n'y a pas de recette, et qu'on se plante encore une fois une bonne moitié du temps. Et puis parfois on pense que ça va pas marcher, puis ça va marcher. Et puis parfois on croit très fort à un truc et ça marche vraiment très fort. L'exemple type, c'est Walking Dead. Mais pas que, il y en a d'autres floridages comme ça au sein du catalogue. Mais voilà, c'est une école de l'humilité avant tout, où on essaye toujours de faire progresser, de faire découvrir des choses, enfin d'activer un petit peu le facteur curiosité du lecteur. C'est pas toujours le plus simple, mais c'est en tout cas extrêmement satisfaisant quand on arrive à faire rencontrer effectivement une œuvre que l'on supporte vraiment beaucoup, et avec la curiosité du lecteur et son envie de lire, quoi. Voilà. Ouais. Moi, j'ai écouté ton interview que tu avais fait chez Force Print il n'y a pas longtemps, là, il y a quoi? Il y a même pas un mois. Ouais. Et c'est ça, ouais. Et tu disais par exemple un des titres que vous avez publié et qui a malheureusement pas trouvé son public, c'était Radiant Black. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un exemple type, ouais, effectivement, alors qu'il y avait quelques planètes qui semblaient être alignées là-dessus. On avait quelque chose qui semblait rebondir un petit peu sur les mêmes contenus, les mêmes intentions, en fait, qu'une série comme Invincible qui connaît un grand succès. Et puis le public est passé complètement à côté, quoi. Voilà. Ouais. Bon, c'est des choses qui arrivent, et c'est ce qui prouve une fois de plus qu'il n'y a pas de recette, et que c'est surtout on a beau tenter de rationaliser énormément toutes les choses et de se dire tiens, super, on a ce qu'il faut, on a les bons auteurs, on a des auteurs de qualité, on a un récit qui va bien, on a des personnages super accrocheurs, on a des dialogues qui sont super bien, on a une traduction qui est bonne, on fait un beau produit, et puis c'est peut-être tout simplement pas le moment. Voilà. C'est souvent aussi un facteur temps, en fait, c'est avoir le bon ouvrage publié au bon moment. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas toujours. Voilà. Ou je sais pas, on est tombé la semaine où il y avait une grosse sortie en face, et qui fait que ça éteint complètement la sortie, ça. Et puis on n'a pas deux fois une chance de faire une première impression. Donc quand on lance un tome 1 et que ça marche pas trop bien, le 2, voire le 3, parce qu'on a quand même poussé jusqu'au tome 3, ça accroche pas plus, et faut se rendre à l'évidence, hein. Moi je considère toujours que c'est le lecteur qui a raison, s'il n'en veut pas.
C'est peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Encore une fois, c'est toujours une question d'humilité par rapport à ça, ou de se dire que on s'est trompé dans nos choix, ou que c'était pas le bon moment. Enfin, il y a des tas de facteurs qui font que Ouais. je peux tenter d'expliquer, quoi. Moi, les gens qui arrivent et qui expliquent ou un succès ou un échec, je me méfie toujours parce qu'ils me donnent l'impression d'avoir La science, toutes les infos, la science infuse. Je me méfie un peu de ça, quoi. Mais pour Du les. coup, Vas-y, Benoît, pardon. Non, c'était moi, mais c'est pas grave. Pardon. On est un c'est peu les interchangeables. mêmes barbes. Mais- C'est ça les poilus, moi, je disais. Non, c'était juste en complément de ça. T'as pas l'exemple d'un autre titre où finalement le tome 1 était moyen et le tome 2 a fait redécoller les choses? C'est C'est- très très rare, très très rare. Ouais. Non, après, dans un autre registre, on évoquait Invincible tout à l'heure, mais voilà, c'est une série qu'on a portée vraiment à bout de bras pendant des années et des années, puisqu'elle a été quasiment lancée à la toute fin des années 2000, début des années 2010 aussi en France. Non, enfin, milieu des années 2000, pardon, en France. En album, même si je l'avais déjà égratigné avec quelques épisodes chez Semic déjà à l'époque aussi, donc il n'y a pas de, il y a pas de hasard finalement. C'est ça. Mais voilà, ça, c'est une série qui a jamais dépassé, je sais plus, au moment de sa mise en place, au bout d'une première année de vente, je sais pas, 2500 exemplaires, ce qui était vraiment limite aujourd'hui pour continuer à faire vivre. Même si aujourd'hui 2500 exemplaires, compte tenu de C'est ce bien. qu'est le marché, on se dit bon, allez, c'est pas un ratage total, quoi. Ouais. C'est ça. Mais encore une fois, autre temps, autre données. Bien sûr. Mais voilà, Invincible, on est allé au bout des 25 tomes que constituait la série, mais sans que ça soit jamais un succès éclatant. Et puis, je sais pas pourquoi, l'envie de proposer ça sous un format différent, avec les intégrales qui sont en cours de publication à l'heure actuelle, avec un 12e tome qui va arriver au mois de mai, je crois, de tête. C'est ça, mois de mai. Ouais. Et ben voilà, là on a rencontré un succès qui était presque inespéré quand si on avait dû se référer exclusivement en fait aux ventes de la première série, du premier format, jamais on s'y serait attendu, quoi. Et aujourd'hui, on est à plus de 20 000 exemplaires, par exemple, du volume 1 de Invincible, ce qui en fait un succès, quoi. Mais grâce à la série sur Amazon, je suppose Alors, aussi. Ouais. oui et non, puisque on avait lancé ça avant, en fait, la d'accord. sortie de la série. Mais à l'instar de ce qui s'est passé d'ailleurs sur Walking Dead, en fait. On était déjà avec un gros succès de librairie avant que la série télé arrive, mais qui a servi de catalyseur, évidemment, de toute évidence, pour Walking Dead. Et là, la série Amazon, elle n'est pas sur un rythme de publication, de diffusion, pardon, qui est du même ordre, parce qu'il faut vraiment bien viser. Il y a des slots de diffusion pour la série animée sur Amazon qu'il ne faut pas rater. Enfin, c'est très court, c'est des saisons très courtes et tout ça. Mais ouais, ça a amplifié en fait un phénomène, mais on était déjà au tome 3 ou 4, je crois, quand la série est Ah oui, arrivée, d'accord, ouais, ok. de l'intégrale en volume. Donc D'accord. ça s'était déjà installé, quoi. Alors quand on a quelque chose qui est installé et qui fonctionne pas mal, c'est vrai qu'il y a un effet d'aubaine avec une diffusion, notamment en série télé. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Plus d'ailleurs qu'au cinéma, ou alors faut un énorme succès cinématographique, quoi, pour supporter. Avatar. Avatar, ouais, même si Disney nous a mis des sacrés bâtons dans les roues en modifiant ses dates de diffusion, là, j'avais un programme initialement en 2024 qui était pas mal sur la licence Avatar. Et puis Disney a juste décidé de reporter le film d'un an, quoi. Donc c'est tout cassé, et puis on met ça, on modifie. Un planning, c'est fait pour être bougé. C'est clair, ouais. Et je voulais juste revenir 2 secondes sur Radiant Black parce que ça m'a fait penser à. On a dû te poser la question pour plein de séries, mais qui sont arrêtées ou en stand-by. On a dû te poser la question plein de fois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des campagnes Ulule ou des choses comme ça, puisque ça marche très bien, tu vois, avec Photonic chez Black and White, Oui, pour les centaines de lecteurs qui ont suivi et qui veulent savoir la fin. Alors, c'est simplement des choix de stratégie. Si aujourd'hui un éditeur comme Delcourt s'engage à vouloir faire des campagnes de financement participatif, on va avoir l'intégralité des lecteurs qui vont nous tomber dessus à bras raccourcis, nous disant mais comment ça se fait? Vous, un éditeur avec pignon sur rue, vous faites du financement participatif, vous avez les moyens, bien sûr, de ce qu'il faut, d'absorber des pertes terribles. Donc, continuez à publier la série normalement, si tu veux. Moi, je collabore par ailleurs, et c'est des amis avec Black and White. C'est pas du tout le même type de structure, c'est pas les mêmes stratégies, bien entendu, mais de la même manière que
je sais pas, Comics Initiative, Delirium ou Black and White, qui sont des microstructures, et c'est pas du tout c'est pas du tout une insulte que de dire ça. Non, C'est non, Non, c'est une non, petite c'est un structure. des fait, structures qui existent exclusivement à la force du poignet, menées par des personnes quasi seules, en fait, à la barre, hein, que ce soit Mika chez Comics, que ce soit Laurent Lerner chez Delirium, ou Raphaël Black and White. Potter Mhm. chez Black and White. En l'occurrence, on peut pas du tout faire la même chose. Et puis le lectorat, on est en France, hein, c'est-à-dire que le lectorat, il aime bien toujours David contre Goliath. C'est un peu, il a toujours préféré Polydor à Eddy Merckx, hein. Il a toujours préféré les petits face aux gros, parce que les gros sont par essence, bien sûr, des méchants, des méchants capitalistes de préférence, hein, bien sûr. Comme si les petites structures n'étaient pas là pour gagner de l'argent aussi. Mais associatif. ouais, c'est ça. Non, mais faut être très, 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 très honnête. C'est que ces structures, effectivement, peuvent survivre, et c'est même un moyen. Enfin, je veux dire, Comics Initiative ne fait que du financement participatif, par exemple, d'accord. Mais c'est bien vu pour une petite structure aujourd'hui de faire du financement participatif, alors que c'est très mal vu pour une structure éditoriale avec pignon sur rue, plus importante, plus grosse, d'en faire pour publier un ouvrage. C'est comme ça. On ne peut pas forcément aller contre ça. Il y a quelques années, Dargo s'y est essayé en lançant des projets en financement participatif. Ils se sont fait étrier, quoi. Ah ouais. Mais oui, d'accord. il faut regarder un petit peu le passé, on voit ce qu'il en est, quoi. Okay. Et donc non, c'est pas dans nos... même si c'est tentant, hein, j'entends bien, hein, j'entends bien ce que tu dis, hein, Denis, mais c'est tentant, mais pas forcément avec à la Casa Delcourt, quoi. Voilà. C'est pas la stratégie, et c'est pas possible de le faire aujourd'hui. Et parce que d'après l'interview que j'ai entendue, tu disais que en plus la traduction était prête pour les prochains au moins le prochain album. Oui, c'est vrai, on va avancer là-dessus, ouais. Et après, c'est peut-être complètement aussi autre chose, mais sortir que en numérique, ça serait envisageable ou pas du tout? Justement pour moi ceux qui ont suivi. C'est pareil. Quand on connaît je dirais la réalité du marché numérique aujourd'hui en France, à savoir, pour ce qui concerne la bande dessinée, moins d'1% du marché, ça fait réfléchir. Il n'y a absolument pas de modèle économique aujourd'hui qui soit associé à la vente de bande dessinée au format numérique en France. On n'est pas sur le territoire américain où le maillage géographique des comic shops est sans commune mesure, mais bien moindre que ce qu'on peut avoir en France, hein, par exemple. Donc la vente numérique devient une solution, parce que prendre sa voiture aux États-Unis pour faire 70 miles et aller acheter son comics, c'est pas gagné. C'est ce qui d'ailleurs fait le succès peut-être de vente par correspondance chez Amazon, mais il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, ils ne sont pas protégés par la loi Lang, ce qui fait que Amazon est en train d'étrier effectivement le monde de l'édition. Moi, je suis très très anti-Amazon, je le dis sans embâche, hein. Enfin, c'est clair. J'ai interdit à tout le monde dans ma famille de commander des bouquins sur Amazon. C'est bien, je suis comme toi. Non, mais c'est vrai. Hein. Ça peut être un service intéressant dans un autre registre. Pour ce qui concerne les livres, je suis désolé. On a aujourd'hui des libraires qui sont des gens passionnés, qui nous aident aujourd'hui. On est partenaires effectivement pour faire découvrir des bandes dessinées. Ils font un travail de conseil, un travail de terrain extraordinaire. On va dans n'importe quelle petite ville et on a un libraire, donc autant faire appel à lui. Dans les 48 heures, il est capable de commander un ouvrage, quoi. On peut ou même beaucoup de librairies font des livraisons en plus. Donc, oui, aussi, ouais, ou du pick and go, enfin bon, du pick and collect, du click and collect, pardon, des choses comme ça. Il y a vraiment aucune raison aujourd'hui de continuer à nourrir cette bête immonde qu'est Amazon, quoi, en ce qui concerne d'une part principalement la partie ouvrage, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais ça ne les empêche pas de les vendre. En revanche, en France, il faut quand même bien reconnaître que lorsqu'un ouvrage est vendu via Amazon, il est vendu au même prix qu'un libraire. Voilà, ça c'est la loi Lang qui permet de protéger le prix unique. Le prix unique du livre qui est déterminé par l'éditeur. Ça, c'est la base de la loi Lang. Beaucoup de pays aujourd'hui nous copient d'ailleurs sur ça, pas les États-Unis, bizarrement. Bon, on est un petit peu au pays de l'ultralibéralisme, hein. Voilà. C'est bien.
Tu avais dit Donc, tout à l'heure que... pour finir et pour répondre à ta question, Pardon. non, le numérique, c'est pas envisageable, que ce soit pour ce projet ou pour d'autres d'ailleurs. C'est absolument pas. Il n'y a aucun modèle économique viable qui pour permet l'instant. aujourd'hui d'attacher ça au numérique. Ouais, j'ai regardé l'autre jour vite fait, et en fait, il n'y a pas de plateforme où il y en a une, je crois, et le catalogue est pas ouf, et du coup, c'est assez dur. Mais je Trouver comprends, ce moi qu'on veut. j'arrive pas à lire un bouquin sur un écran, moi j'arrive pas. Moi, je Ouais, trouve mais que- Alors après, c'est les habitudes de Oui, sûrement. consommation. Là, tout un chacun est libre de pouvoir le faire. Personnellement, je reste très très attaché à l'ouvrage papier également, Mm. parce qu'on a une culture aussi en France qui est très très axée sur l'objet livre. Ce qui d'ailleurs fait que beaucoup de nos partenaires américains, des auteurs avec lesquels j'ai le plaisir de collaborer, adorent les ouvrages. Pour l'anecdote, l'un des derniers en date, là, c'est Lorenzo De Felici pour Chroma qui me dit vous avez fait la plus belle édition qui existe, quoi. Bon, C'est vrai merci. qu'il est... Merci, c'est super. Ah, en plus, tu as l'édition spéciale, d'accord. Ok. Ouais, oui. Je suis pas très très loin de Toulouse, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ok. Ouais, le comptoir du rêve, donc. Exactement. Ouais. Très très belle édition. Excellent partenaire aussi, ouais, donc c'est chouette. Ouais. Je reviens juste sur Invincible, petite parenthèse, et là je remercie Benoît parce que moi je ne connaissais pas. Il a fait c'est ça. Là il a fait le forcing presque comme East of West, comme il peut nous faire à chaque émission. Et du coup, c'est vrai que je suis complètement rentré dedans. Et Denis, c'est pareil, tu les as tous, mais tu les as pas encore lus parce que t'attends le Moi, dernier. j'attends, je suis la personne qui attend d'avoir l'intégralité pour tout lire. Pour tout lire. Ok. Donc en fait, c'est là où t'es déçu au numéro 2, tu sais. Non, tout le monde dit que du bien. Je non, pense il n'y a aucune raison. Non, mais en tout cas, on fera une émission spéciale Invincible quand il y aura le numéro 12 qui va sortir parce que du coup, on va tout finir. Et puis... Si vous avez besoin d'en parler plus spécifiquement, ça sera avec plaisir avec plaisir. On te refera une invitation pour... c'est vraiment une série que j'adore et que depuis son lancement, en fait, depuis plus de 20 ans maintenant. Quoi, donc, c'est génial. Moi, je l'ai découvert vachement sur le tard avec les derniers volumes qui étaient sortis. Et du coup, j'avais pas pu m'acheter l'entièreté de la série. Du coup, là, maintenant, je suis sur les intégrales. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est des beaux bouquins aussi. Et c'est super d'avoir publié Les Gardiens du Globe. Parce que du coup, c'était introuvable. C'est vrai, les premiers albums étaient introuvables. Donc, c'est super cool. En plus, l'histoire est il y a très bien. aussi qui est dans le même univers. Ouais, Brit a été le premier ouvrage qu'on a publié sous le label Univers Invincible, en fait. Même si là, moi, j'aurais souhaité faire un peu les choses différemment au niveau maquettage, charte graphique et autres. Je voulais faire Invincible Universe présente Brit, et les Américains ont dit non, en fait, Invincible Universe présente Brit. Bon, ok. D'accord. Ça s'appelle le respect de ce que veulent les auteurs aussi. Oui. Oui, voilà. Et du coup, à ce propos-là, il y a Wolfman, la série Wolfman. Je ne sais pas si vous avez à nouveau les droits ou pas. Oui, bien sûr. Si ça va être publié du coup en intégrale aussi. C'est l'idée en fait. Je pense qu'on ira soit sur Wolfman. Il reste encore Wolfman et Tech Jacket dans ce registre-là d'ailleurs. Et puis une autre intégrale qui elle sera constituée en grande partie de matériel inédit. Oui, alors ça sera la reprise notamment des mini-séries Rexplode et Atom Ivy, mais aussi du matériel comme Capes, par exemple, qui fait partie de l'univers Invincible. Cool. Une série Capes. Et puis ce qu'on attend, la suite de ce qu'on attend de Battle Beast, qui a été déjà publié un petit peu dans Skybound X, qui était une revue de chez Skybound, avec une nouvelle série écrite par Robert Kirkman et dessinée par Ryan Otley. Super. Benoît, tu as plein d'ouvrages à acheter. Il faut un plan de bibliothèque en plus, là. C'est bon. Voilà. Bon, mais ce spécial-là, tout ça va s'étaler entre fin 2024, 2025. On va poursuivre. Wow, super. L'étagère va être pleine. Oui, c'est ça. Ouais, mais voilà, je sais pas si ça se voit ici, mais tu fais comme chez moi, tu fais un contrat de confiance avec Ikea pour acheter du Billy. Voilà. C'est ça. On en discute. Je suis désolé, je fais du placement produit, j'ai pas d'action chez Ikea, mais. Ça fait 15 jours que Denis nous saoule en disant regardez, j'ai acheté des meubles à Ikea, j'ai acheté des Billy, Oui, parce qu'ils ont sorti une version limitée bleu canard. Voilà. D'accord, ok. Peu importe. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, que tu publies forcément des choses que tu aimes bien.
mais pas forcément tout ce que tu aimes bien. Des fois, tu essayes de publier des choses qui vont marcher. Et, Ouais. et comment on fait ce choix-là? Comment on se dit, bon, ça, je suis pas forcément fan, mais je pense que ça va plaire au public français. Il y a une étude Alors, de marché qui se font ou pas forcément fan, mais suffisamment quand même pour accrocher en fait pour le à la série. défendre? Faut le porter quand Et même. pour la défendre, bien sûr, parce que notre boulot, c'est aussi de les accompagner, c'est de les porter, ouais, ces ouvrages. Moi, j'ai un exemple type au sein du catalogue qui continue à bien marcher, qui est Mon Stress, qui n'est pas une série avec laquelle j'ai énormément d'affinité à titre personnel. Je trouvais que les tout premiers tomes étaient un petit peu. Et là, on parle de lecteur à lecteur, hein, de fan à fan. Bien En sûr, fait. c'est ça, ouais. C'est ça l'idée. Ouais. Moi, je trouvais que c'était un peu cafouillant au niveau scénario, que c'était surécrit, mais ce qui n'est pas étonnant de la part d'un premier album de bande dessinée écrit par une romancière. Hein, Marjorie Liu, elle vient du roman, donc il y a cette tendance en fait à vouloir surécrire un petit peu un premier tome. Le style graphique, je le trouve sympa. Je l'avais déjà découvert d'ailleurs. Sana Takeda a travaillé pour Aspen sur une mini-série Fathom d'ailleurs il y a quelques années. Donc c'était pas une nouveauté en fait en soi. Mais l'ensemble était suffisamment séduisant en fait pour le porter, pour l'accompagner. C'est une série qui en plus après qu'on l'a acheté, dont on a eu acheté les droits en fait, a remporté des Eisner Awards. Donc je me dis bon, tant mieux, Il y a c'est quelque bien, chose. c'est pas complètement trompé. Et puis effectivement, là, on est en préparation du tome 8. C'est une série dont le succès se dément pas, quoi. À tel point que Delcourt va aussi publier Night Eaters des mêmes autrices D'accord. courant d'année. Voilà. Donc c'est également prévu avant la fin du premier semestre 2024. Voilà, c'est un exemple. Après, pour répondre plus précisément à ta question, moi, ce qui m'importe toujours en allant chercher les droits sur une série, c'est de conserver une forme de cohérence par rapport au catalogue. C'est vrai qu'à ce stade, ça me paraît difficile d'aller chercher, je sais pas, de l'humour gros nez à l'américaine, quoi. Non pas que j'aime pas, non pas que j'en lise pas, quoi, Oui, en parce fait. que ça peut être chouette. Moi, je lis beaucoup de BD, je lis beaucoup de mangas, je lis beaucoup de romans. Enfin, beaucoup, pas assez de romans, mais voilà, j'essaye de me soigner. Mais je sais pas, mes dernières lectures, je sais pas, là, très très récemment, le Friday, bien sûr, de Brubaker et Marcos Martin, le Saint-Elme de chez Delcourt, une excellente série polar par Serge Lehmann et Benoît Peters. La guerre de Lucas aussi, qui est un très très Ah chouette, oui. qui me ramène en fait à mes premières amours de Star Wars, même si Yes. je suis en désamour aujourd'hui avec Star Wars à cause de Disney. C'est quoi Star Wars? Et puis un super album qui vient de sortir tout juste là chez Bliss. Donc oui, je ne rechigne pas d'ailleurs à parler des choses qui sortent chez les copains / concurrents, quoi. Mais voilà, L'œil d'Odin, dessiné par un copain qui s'appelle Thomas Durello et qui est un artiste extraordinaire. Pour l'anecdote, hein, j'avais contacté très très en amont dès que j'ai eu connaissance en fait du fait que Thomas travaillait sur ça. j'avais contacté l'éditeur qui n'a jamais daigné répondre, pensant peut-être que Delcourt était un petit éditeur auquel il fallait pas faire attention. Donc c'est dommage parce que je sais qu'on aurait fait un super boulot et puis Thomas, oui, c'est un pote, donc travailler aussi avec des auteurs avec qui on a des affinités personnelles, ça aide beaucoup, quoi. Avoir développé un relationnel qui est ce qu'il est aujourd'hui avec Eric Powell, Mike Mignola, Jeff Smith, c'était bon, c'est des choses qui aident à travailler avec eux pour faire en sorte que leur œuvre elle soit mise en avant du mieux possible, quoi. Mais est-ce que justement un auteur peut demander à son éditeur américain, dire bah, j'aimerais bien bosser avec cette maison d'édition en France? Ou Ouais, ils ça n'ont arrive vraiment souvent. aucun droit? Non, ça arrive souvent, mais en fait, si c'est un auteur qui travaille sur Batman, il va juste avoir le droit de se taire, parce que c'est DC qui va décider. Oui. D'ailleurs, Oui, voilà, ouais. bon, je ne rentre pas dans le détail ici, mais moi, la nature même du catalogue que j'anime et que je défends bec et ongle, c'est quasiment pas de licence, comme vous pouvez le voir. On a évoqué Avatar. Oui. Et puis, il y a eu Blade Runner aussi, il y a quelques temps. Et Quelques albums de Stephen King aussi, même si on ne peut pas parler de licence, mais La oui, Tour Sombre. c'est pas moi, c'était Panini. Vous n'avez pas fait La Tour Sombre à un moment? Il n'y avait pas Non, chez on a fait Delcourt?
Non, on a fait le Fléau. Le Fléau. Ah, le oui, Fléau, c'est pardon. C'était le Fléau. Ouais. On Le avait Fléau parlé dans une émission. le Fléau qui est en fait, qui est une adaptation. Alors, c'est, ouais, je sais pas si on peut qualifier ça de licence. Oui, en quelque sorte, si tu veux, parce que c'est pas une création pure en BD. Mhm. Mais là, ce qui m'intéressait le plus, c'était de travailler avec Mike Perkins, quoi. Parce que pareil, c'est un copain et on se connaît depuis longtemps, depuis Ruse. Donc, ça remonte à 20 ans, quoi. Quand il a fait ses premiers essais chez CrossGen, en fait, en tant que dessinateur pur. Il travaillait beaucoup avec Butch Guys sur Ruse notamment, et on l'avait publié chez Semic déjà à l'époque, et c'est un auteur assez extraordinaire. Donc c'est un mec, je lui ai dit d'ailleurs récemment, tu vas me faire racheter du Batman, ce qui est complètement dingue. Parce il travaille sur First Night, là, qui est une série limitée écrite par Dan Jurgens, je crois, et Ok. bah voilà, c'est Mike, donc j'y vais, quoi. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Excuse-moi, j'ai dérivé, mais ta question était. Bah, si un auteur a le droit de dire à son, mis à part Marvel et DC, bien sûr, je suppose, mais admettons chez Image Comics ou chez Dark Horse, dire bah, moi j'aimerais bien pour qu'en France on soit publié par telle ou telle maison d'édition. Oui, à partir du moment où les auteurs conservent un droit de citer ou l'intégralité de leurs droits, c'est eux qui décident effectivement à qui ils vont travailler. Parce qu'il y a une confiance qui est établie. Bon, c'est ce qui fait que avec Ed Brubaker, oui, on travaille en confiance depuis tout début, depuis le lancement de la série Criminal, quoi, par exemple. Donc ça remonte à quelques années. Eric Powell, c'est pareil. Premier album publié chez Delcourt il y a pas loin de 20 ans maintenant. Voilà, tout ça, oui, bien sûr, ça joue quand l'auteur dispose des droits de sa série et ne travaille pas en work for hire, comme on dit, c'est-à-dire en contrat Pour quelqu'un, ouais, pour un éditeur. pour un éditeur, un gros éditeur. Il peut arriver bien sûr à influer sur les choix de publication en langue étrangère. Quand ça passe par agent, c'est plus compliqué parce que quand c'est des agents qui représentent ça, ils sont avant tout branchés sur la thune qu'ils peuvent ramener, quoi. Donc, C'est sûr. voilà. Donc ça, le cas, moi j'avais en tête le cas Batman Spawn par exemple. Pour Ouais. McFarlane, du coup, qui bosse normalement quasiment que chez Delcourt. Là, je pense que c'est Batman qui est venu foutre le bordel. Ou est-ce que vous aviez le choix ou c'était décidé d'avance? Non, c'est pas aussi, c'est pas le bordel. C'est une décision qui nous appartenait pas. Ok. On n'avait pas du tout la main. Todd a laissé les droits étrangers du Batman Spawn Batman, appelle-le comme tu veux, à DC Comics. D'accord. DC Comics en France dit du Urban, quoi. C'était aussi simple que ça. Oui. C'est regrettable, mais bon, après tout, c'est comme ça. C'est le Donc, jeu. moi, je vais pas, oui, puis je vais pas passer mon temps à regretter des choses qui auraient pu être dans un what if possible. C'est pas possible, quoi. Ben, écoute, basta, on passe à autre chose, quoi. C'est dommage de pas l'avoir regretté. C'est dommage que quand ces albums ont été publiés ailleurs, on fasse pas mention aux séries Spawn qui existent. Voilà, c'est des petits renvois d'ascenseur qui me sembleraient sur un tout petit marché tel que le nôtre, qui me semblerait sympa aussi, quoi. Ça s'est pas fait, et c'est pas la mort du petit cheval, quoi. Hein. C'est comme Non. ça. Mais j'aurais bien vu un petit clin d'œil aussi lorsqu'il lui met le Batarang dans la figure, dire voir la suite dans Spawn, Tom Machin, disponible chez Delcourt. Voilà, ça aurait été rigolo. Ouais, ça aurait pu être intéressant, mais pour le lecteur, encore une fois, il faut que ça soit pour le lecteur. il s'agit pas de. Bon, voilà, ouais. Je vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas grave, parce qu'il faut se rappeler une chose, hein, on bosse pas aux urgences, on sauve pas des vies, quoi. D'accord, donc. Ouais. Et puis on a la chance de pouvoir le lire en France. C'est quand même très chouette. Ouais, bien sûr, Bien sûr, ouais, tout à fait. Juste pour terminer ma parenthèse Spawn, après je vous laisse parler les gars. Il y a eu l'édition 30 ans qui est sortie, l'édition spéciale. Et est-ce que là c'est juste le gars qui a plein de comics qui parle et qui est complètement fou dans sa tête. Pourquoi il est plus grand? Ouais. Pourquoi il est plus grand que le reste de la série Spawn? D'ailleurs, je tombe sur un psychopathe de la vidéo. Oui. En même temps, il prend des collecteurs chez Ikea. Non, mais ça donne l'idée, quoi. Mais non, mais tout simplement parce que il s'agissait de marquer le coup et d'en faire un ouvrage exceptionnel. C'est un ouvrage qui est exceptionnel par son contenu, parce qu'il contenait effectivement des épisodes qui, pour certains, étaient inédits depuis très, très, très longtemps en français.
Et puis on a voulu en faire un ouvrage qui est aussi unique, aussi bien dans sa forme que dans son contenu, puisqu'il n'existe pas tel quel aux États-Unis. C'était l'occasion de regrouper. Oui, ça fait partie aussi là de la confiance que peut nous accorder Todd depuis maintenant des années, fait que on nous laisse travailler sur des formats ou des formules inédites. Et ça c'est super chouette, quoi. Quand on propose des choses, alors c'est déjà produit aussi avec Mignola, quand on a fait L'homme à la tête de vis, la première édition de L'homme à la tête de vis et autres histoires déjantées, pour avoir le titre complet. Quand Mike l'a reçu, il a demandé à Dark Horse de le publier aussi, quoi. Voilà, ça s'est fait dans ce sens-là. Ça c'est toujours vachement sympa, quoi. Et on va récidiver, puisqu'on reste sur le sujet Hellboy, avant de revenir à ta question sur Spawn, avec un album spécial 30 ans de Hellboy, puisque c'est cette année qu'on va fêter effectivement le 30e anniversaire du démon cornu. Et en l'occurrence, ce Hellboy 30e anniversaire, là ça va te faire hurler encore, hein, Denis, mais il aura le même format que le Spawn 30e anniversaire. Voilà. Hellboy, c'est pas trop grave parce que j'ai déjà du hors format. Ouais, mais c'est des magnifiques éditions, ça. Merci beaucoup, ouais, c'est super. Mais voilà, je crois qu'elle existe aux États-Unis, celle-là, non? Oui, celle-ci existe aux États-Unis, ouais. J'aurais d'ailleurs souhaité la poursuivre avec d'autres contenus, et Dark Horse ne souhaite pas. Donc, ah mince. Voilà. Même si Mike m'avait donné son feu vert, mais Dark Horse voulait qu'on les fasse, mais fallait les différencier en faisant une toile blanche. On va comprendre. Voilà. Fallait pas que ça se ressemble à la même chose. Fallait pas que ça soit un dos fallait pas que ça soit une couverture toilée noire, parce qu'il fallait que ça soit une collection différente. Voilà, on m'a imposé ça, donc j'ai dit bah non. Okay. Non, parce que Hellboy c'est pas blanc, c'est pas la charte. Et puis alors voilà, il y a des combats qu'il faut choisir de mener des fois, en fait, et puis d'autres sur lesquels on se dit bon, c'est pas très grave, et puis passons à autre chose, quoi. Voilà. Pas blanc, mais rouge, comme quoi, noir, bleu. Comme quoi, voilà, Mignola était d'accord, mais c'est Dark Horse qui a eu le mot final à la fin, quoi. Ouais, parce que mais alors là c'est pareil, Mignola et Dark, enfin c'est toujours Mike qui décide de l'avenir de son personnage, de ce qu'il doit faire et autres, mais il travaille aussi de manière très très rapprochée avec Dark Horse, donc quand il s'agit d'avoir un projet éditorial, les deux ont droit de citer, quoi. Voilà, donc généralement vaut mieux avoir les deux. J'aurais pu faire le forcing, hein, d'accord, je serais parvenu probablement, mais ça demande beaucoup d'énergie pour un résultat qui était pas forcément acquis. La série se poursuit au format normal, d'accord. On va faire le 30e anniversaire qui va être un peu plus haut, et puis tu vas avoir les Deluxe encore plus haut, quoi. Donc ça va être super, Denis, tu vas voir. Et pour Spawn, je reviens à ta question. Oui. C'était vraiment l'envie avec un dos rond, avec un ouvrage un peu particulier, avec un signet, avec un tranche-fil, avec quelque chose qui soit vraiment hors format habituel, ouais, d'avoir un ouvrage qui était aussi un ouvrage qui permettait à tout nouveau lecteur de rentrer dans la saga avec la réédition des tout premiers épisodes et du matos inédit en plus. Ouais. Oui, les 2 épisodes qui étaient plus édités parce qu'il y avait des problèmes de droit, il me semble, avec Marvel. Je ne sais plus exactement. Oui, enfin avec les auteurs surtout au départ, ouais, pas avec Marvel, mais enfin avec Gaiman d'un côté, Dave Sim de l'autre, voilà. Effectivement. Mais derrière, il y avait aussi le Director's Cut qui était complètement inédit en France, qui était le tout premier épisode commenté par Todd McFarlane lui-même, qu'on a intégré à ce 30e anniversaire. Il y avait les tout premiers dessins, les croquis, les recherches de Todd qu'on est allé un peu rechercher dans ces éditions Vault, là, un peu l'équivalent des Artist Edition aux États-Unis. Et tout ça, on l'a regroupé sur un seul et même ouvrage, qui en fait un ouvrage unique, quoi. Donc c'est chouette de pouvoir travailler sur des formats comme ça, quoi. Voilà. Donc c'était l'unicité de l'ouvrage qui nous intéressait là-dessus, et c'est ce qu'on reproduit d'ailleurs avec le Hellboy. Voilà. Et puis rien ne m'empêche d'envisager de le reproduire encore sur un autre anniversaire, un jour sur un autre personnage. Il va falloir que tu agrandisses tes étagères, Denis. Il veut que je fasse des cauchemars, c'est tout, c'est pas le bazar. Non, mais j'ai le cas, par exemple, j'ai tous mes Kirkman côte à côte, ils font tous la même taille, sauf le Die, qui est un peu plus petit. Et c'est, je crois, le seul. Oui, enfin, il est comme les Invincible première édition. Au début. Oui, parce que j'ai les intégrales, effectivement, ils sont tous plus grands. Ouais. Mais après, bon, je vais survivre. Hein. Ce que tu évoques avec ça, oui, j'espère pour toi. Mais malheureusement, ouais. ça permet d'évoquer un autre phénomène, en fait, qui est le phénomène d'évolution même du marché. C'est-à-dire que les comics, traditionnellement, font 17-26, hein, c'est l'équivalent des pouces en centimètres, grosso modo. Ça a été le standard pendant hyper longtemps, que ce soit en presse ou à l'époque de Strange ou compagnie, et puis les albums, quoi, tout simplement.
Aujourd'hui, tous les formats sont disponibles, et puis il y a une standardisation qui a tendance à s'opérer vers un format légèrement agrandi, qui est chez nous ce qu'on appelle le format Prestige. C'est le format que tu évoques avec Invincible, avec Oblivion Song, avec Outcast, avec tous les ouvrages de Kirkman et Co, enfin que l'on publie, ou d'autres d'ailleurs. Je sais pas, je pense à Noctera, je pense au Scott Snyder qu'on a sorti il y a quelques temps. Bon, ça devient une espèce de nouveau standard, on va dire. D'accord. Il y a encore quelques séries qu'on va poursuivre, que ce soit Spawn ou Hellboy au format préexistant, jusqu'au moment où, je sais pas, alors c'est pas du tout une annonce, ni même une quelconque précision sur un programme à venir, mais pourquoi pas envisager à un moment donné des rééditions en fait à des formats différents. Ouais, ça c'est tout à fait envisageable, mais ça suit les évolutions du goût des lecteurs et les évolutions du marché, quoi, tout simplement. Oui, d'accord, vous êtes bridé sur rien, c'est juste selon voilà, le marché, et pourquoi pas faire une belle édition, etc. Ça, rien n'empêche en fait. Bah, la preuve avec les Hellboy, puisqu'on a fait les éditions Voilà. de luxe, ça c'était une réédition, certes augmentée avec par exemple des cahiers graphiques qui étaient beaucoup plus nourris que sur les éditions principales. Un papier bien différent, enfin voilà, il y a tout un processus de fab qui est très différent là-dessus, et de contenu éditorial. Ouais. Et du coup, pardon, vas-y. Non, mais vas-y, j'irai après. Non, mais du coup, comme à chaque réédition qu'il y a dans des formats différents, du coup, il y a, on va dire, pour la liste, enfin pas la licence, mais du coup, il y a un nouveau contrat qui est fait avec l'éditeur. Comment ça se passe? Vas-y, pique ma question aussi. Putain, c'est ce que j'allais demander, quoi. Alors, sincèrement, ça dépend, c'est vraiment coup par coup. D'accord. Sans rentrer dans trop de détails techniques qui vont un petit peu emmerder tout le monde, mais ça dépend du type de contrat qu'on a signé à l'origine, tout simplement, quoi. Moi, j'ai aujourd'hui pas mal d'ouvrages ou de lignes d'ouvrages qui sont pré-signés avec des auteurs, et ces signatures de contrat font en sorte que ça sera chez Delcourt, ça sera publié, d'accord. C'est le cas de Skybound. Pour ce qui est de l'univers principal, hein. Je ne parle pas des licences qu'ils sont en train d'amener derrière, hein, puisque par exemple, moi, j'ai pas voulu signer tout l'univers, tout l'Energon univers là, qui arrive avec la réintroduction de Transformers, G.I. Joe et compagnie. Au final, Urban s'est jeté dessus, tant mieux, c'est bien. Ça veut dire que les lecteurs français l'auront. Après, on verra, mais moi, j'ai pas voulu y aller. Parce que c'est de la licence pure, en fait, et que moi, je préfère travailler sur les créations, les séries créées au sein de Skybound, dont les droits appartiennent aux auteurs, quoi. En contrepartie, là, très prochainement, on va sortir une trilogie, une nouvelle série qui s'appelle Dark Ride, pardon, par Joshua Williamson et Andrei Bressan, qui est les auteurs de Birthright. Oui, c'est ça, les mêmes auteurs que Birthright. Et c'est juste brillant, c'est drôle, c'est horrifique. Et ben ça, c'est du Skybound pur. Donc la question se pose même pas. Pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui tombe dans notre escarcelle un peu naturellement. C'est pareil pour ce qui se passe avec les ouvrages de Mike Mignola. C'est pareil avec Eric Powell. C'est pareil avec Jeff Smith. Enfin voilà, je ne vais pas faire Baker Phillips. Baker Phillips, voilà, ça c'est des contrats parapluies, c'est des master agreements, appelle-les comme tu veux, mais c'est des contrats qui nous permettent effectivement de piocher. Mais on avait la même chose avec Comixology par exemple, la même chose avec Scott Snyder pour l'ensemble de ses best jackets. Voilà. Avec Terry Moore, pareil, on a établi un contrat de confiance qui fait que lorsqu'on a repris oui, après Ikea, on parle de Darty, ouais. C'est Darty, c'est ça. Il en faut un troisième, hein, on va y arriver, ouais. On a parlé d'Amazon tout à l'heure, c'est bon, on a les trois. Non, mais difficile. Je suis désolé, je ne peux pas passer à côté d'un très mauvais jeu de mots qui est l'arrivée de Rachida Darty à la culture. Ok, parenthèse fermée, mais je reviens à Terry Moore, c'est plus intéressant. Et, complètement. Plus utile aussi. Probablement, on verra l'usage. Mais Terry Moore, c'est surtout beaucoup plus intéressant en termes de contenu, avec Strangers in Paradise, avec Echo et tout l'univers qu'il a développé. Mais ouais, quand on a repris ces éditions-là, Terry était super satisfait. Et aujourd'hui, voilà, chaque nouveauté arrive au sein du catalogue de manière extrêmement naturelle, quoi. Ça sera le cas de Parker Girls qui va sortir cet été, chez nous. Voilà. D'accord.
À chaque fois, je glisse un ombrage qui arrive, c'est bien. Non, mais c'est Ouais, très bien. mais nickel. Bravo. c'est parfait. Du coup, en fait, ça dépend ça dépend des contrats. Si tu dois rééditer quelque chose, parfois il faut repayer les droits, ou un peu moins, j'en sais rien, et parfois pas Oui, du bien tout. sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, parfois, pas du tout. Là, aujourd'hui, quand on veut, enfin, le Hellboy 30e anniversaire, il est dans le cadre de notre contrat d'ensemble, en fait. Hein. D'accord, ok, oui, c'est ça. Si je veux publier 3 Hellboy par mois, je peux, s'il y avait suffisamment de matériel, par exemple. D'accord. Maintenant, il faut le faire dans le respect aussi du lecteur et de son porte-monnaie. Je l'ai dit ailleurs, mais il ne s'agit pas de faire les poches. C'est pas l'idée. Faut pas milk the cow, comme on dit en anglais, quoi. C'est pas l'idée. Frère la C'est vache. d'avoir quelque chose qui arrive de manière régulière, qui arrive de manière cohérente, qui permette au lecteur de suivre suffisamment bien. C'est la raison pour laquelle on a ralenti, par exemple, le programme sur Spawn cette année, quoi. On avait fait un lancement très dense autour des nouvelles séries Spawn, qui a été bien reçu, donc j'en suis ravi. Mais on peut pas poursuivre aujourd'hui parce que j'entends aussi ce qui peut se dire de la part des Oui, lecteurs. pour être franc avec toi, j'ai du mal à suivre là. Et apparemment, il y a 10 nouvelles séries qui arrivent aux États-Unis. Je sais pas comment on va faire. Oui, alors ça, c'est les effets d'annonce de Todd. Mais après, il faudra voir au fur et à mesure comment ça va s'égrener, parce qu'ils annoncent 10 séries, mais toutes ne vont pas sortir en même temps. La toute première nouvelle série à sortir, là, c'est Sam & Twitch. Donc, je suis ravi, parce que c'est vraiment une des séries préférées que j'ai. Et ce sera pour nous l'occasion, mais probablement pas avant 2025, parti comme c'est, de faire une réédition des anciens Sam & Twitch qui avaient déjà été au catalogue, peut-être sous un autre format, et donc y est avec effectivement la nouveauté qui arrive, et qui est dessinée notamment par Szymon Kudranski, qui est un jeune auteur polonais, à la fois super sympa et très talentueux, quoi. Ouais. Moi, je suis à la bourre sur Spawn. Hein. Oui, Il y a mais beaucoup de choses, justement, mon boulot aussi, ça consiste à entendre et à écouter un peu, que ce soit en rencontrant des lecteurs sur les festivals, ou en répondant aux questions sur les forums. Quand les gens commencent à nous dire, waouh, ça fait beaucoup, c'est déjà un signal d'alarme, et on se dit, bah ok, on va ralentir. C'est pas nécessaire de poursuivre comme des bourrins, en fait, en sortant 3 Batman par mois, quoi. Ah non, je l'ai pas dit. Ok. Non, mais ça fait beaucoup, mais d'à côté, c'est comme le manga un peu. Il y a un tome 1 jusqu'au tome, j'en sais rien, Spawn, il y en a 25. Au moins, on peut suivre, je trouve. Pas comme justement Batman où tu as 18 tomes 1. L'avantage de Spawn, c'est que tu sais où t'en es, tu sais ce que tu dois lire. Mais ça fait partie aussi du respect qu'on peut avoir de l'auteur et du créateur d'origine. Todd s'est toujours refusé à rebooter. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais sa série Spawn, il a toujours préféré faire des spin-offs. C'est ce qu'il a fait avec King Spawn d'un Gunslinger. côté, avec Gunslinger, avec Scorched, qui est une drôle de série, je dois le dire. Ouais, mais magnifique. Oui, parce que Stephen Segovia fait un super travail dessus, effectivement. Moi, j'aimerais bien voir arriver, mais je suis pas éditeur de Spawn aux États-Unis, d'accord, et je suis pas Todd McFarlane, mais c'est vrai que c'est une série qui aujourd'hui aurait probablement besoin d'un peu plus d'humanité, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi un petit peu aux relations interpersonnages de manière à un niveau beaucoup plus humain que dans des combats entre le ciel et l'enfer, ce qu'on connaît depuis le début, quoi. Je pense que mais ça pourrait. Spawn a eu des hauts et des bas, et c'est ça. Dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est toujours cool. Ouais, mais il met des chaussettes aussi, ouais. Je me suis arrêté lorsqu'ils avaient changé le personnage principal, qui était un blond, je crois. Ouais. C'est au numéro. C'est au numéro super 150, loin. il me semble. Oui, ouais, voilà, c'est super loin, mais sur je me suis arrêté là. Et puis après, un jour, il faudra que j'y revienne après. Oui, après, ça fait partie des séries aujourd'hui où on peut aussi s'y replonger à tout moment, parce qu'il y a des arcs qui sont vraiment plus intéressants que d'autres. Il y a des auteurs qu'on va pouvoir suivre dessus. Moi, je dois avouer que je suis bluffé par la qualité et d'écriture, grâce à Sean Lewis également, et au dessin de Javi Fernandez de King Spawn, par exemple. C'est vraiment pour moi une excellente série. Gunslinger, c'est à la fois plus léger, plus fun, même si c'est un peu gore par moment. Mais bon, il y a la qualité aussi du travail de Brett Booth dessus, qui s'éclate visiblement, graphiquement, quoi. Et voilà, on peut trouver en fait à chaque fois une série ou un arc ou quelque chose qui va nous plaire au sein de tout ça, quoi. Mais ce qui est le propre des séries qui existent depuis plusieurs décennies, quoi. Moi, je reviens juste aux rééditions, puisqu'on parlait des droits, par exemple, pour rééditer. Comment est-ce qu'on choisit, ou est-ce que c'est imposé, genre des éditions spéciales?
Est-ce que déjà, il faut repayer des droits, par exemple, pour réimprimer des éditions spéciales? Et comment est-ce qu'on choisit, disant, bah tiens, ce mini-là, je vais le faire aussi en noir et blanc, aussi en couleur, ou ça, je vais le faire en plus grand et en noir et blanc? Est-ce que c'est Oui, bah toi ça qui va, c'est choisis pas ou la est-ce peine que de c'est sortir imposé? toute ta collection. Non, je Non, sais non, pas, Ah oui. non, a priori, ça, c'est moi qui choisis et qui décide effectivement de le faire. Ouais. c'est comme ça, c'est genre taille Arc édition, il est magnifique celui-là. Oui, alors celui-ci était C'est était ça, vraiment ouais. fait à l'occasion principalement fait à l'occasion de la venue de Robert et toute son équipe sur Angoulême. À Angoulême, ouais. Il y a 3 ans, je crois. Oui, depuis, J'ai je sais loupé plus, ça. 2 ans, 3 ans. Et il y avait une exposition assez extraordinaire et on proposait effectivement une édition un peu spéciale du tout dernier numéro, le 193 de la série. Charlie était là aussi, bien sûr, donc c'était l'occasion en fait de mettre en avant et de boucler un peu sous forme de feu d'artifice la série. Sortie de l'album 33 en format standard, puis cette édition spéciale qui était réalisée dans le cadre du FIBD, du festival d'Angoulême, pour la venue des auteurs, quoi. Pour ce qui est du reste, et pour répondre à ta première question, non, ça fait partie des contrats d'ensemble. Après, je décide D'accord. de faire ou de pas faire. J'ai pas à repayer une avance spécifique pour ça. Pour ce qui est de Skybound, par exemple. Après, il y a d'autres cas de figure où ça peut être le cas, où c'est ouvrage par ouvrage, quoi. D'accord. Là aussi, c'est très, très variable. Mais Et c'est au c'est niveau pareil, du feeling, quoi. c'est pareil chez les copains, quoi. Ah oui, pour le feeling, oui, bah, je sais pas, tu montrais le Oblivion Song 1, bah, voilà, c'était au moment du lancement de la série. Je me rappelle de la venue de Lorenzo déjà en France à l'époque Ouais, et d'Annalisa, Léonie, la coloriste de la série, qui n'a pas eu beaucoup de boulot mis en avant à travers l'édition noir et blanc, c'est clair. non. Mais, mais bon, bien sûr, on sortait le Thomas en même temps. C'était vraiment l'occasion de mettre en avant aussi la qualité graphique et le travail de design que fait Lorenzo, qui est un auteur assez exceptionnel. Et il a pu le montrer récemment avec Chroma. Hop, encore un truc placé. Non, mais et après, je sais pas, tu montrais aussi le Dracula de Mignola. Moi, je sais pas, alors ça, c'est un cas de figure un peu particulier. Moi, ça faisait, je sais pas, 10-15 ans que je courais après les droits de cet album, qui pour moi est une des meilleures adaptations en bande dessinée jamais faite d'un film. C'était le film de Coppola. C'est du travail c'est un travail qu'a fait Mike Mignola à l'époque et qui est vraiment préfigure complètement son travail sur Hellboy. Et qui méritait, grâce aussi à l'ancrage, parce que Mike s'ancrait pas sur cet album, c'était Nyberg, je crois, Bleiberg, je sais plus son nom. Nyberg, ouais. Nyberg, ouais. Et c'était, le résultat était vraiment sublime en noir et blanc. Je me suis dit, c'est dommage de passer à côté, quoi, de pas montrer aussi au lecteur, d'avoir la chance d'acquérir cet album à ce format-là pour mettre en avant le travail de Mike Mignola. Tout comme on avait fait quelques albums de Hellboy aussi en noir et blanc, un grand format il y a quelques années. Oui. Mais toujours, et c'est ce que je tiens à souligner chez Delcourt, et bravo, toujours dans des tarifs vraiment très abordables. Certains éditeurs font du noir et blanc, édition collector, pour les gens comme moi qui adorent ce genre de choses. Et c'est souvent très très cher. Et là, c'est quasiment le même tarif qu'un Oui, album alors ce qui est normal. super bizarre, parce qu'à imprimer, ça coûte moins cher, hein, d'accord, donc moi, Oui, mais moi, c'est des tirages voilà, plus petits, je suppose. c'est des tirages plus petits, oui, bien sûr, mais enfin, voilà, bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il ne s'agit pas de faire la poche des gens, quoi. Bah merci beaucoup. On va Et pas pouvoir pourquoi mettre avoir ce choisi, par titre-là, exemple, la cet vérité. arc-là, spécifiquement pour faire du crayonné? Parce que c'était un souhait, une discussion avec Charlie, et puis Ah, ok. c'était l'occasion de mettre en avant, même si ça aurait pu être encore meilleur si on avait pu travailler à partir des scans non nettoyés même de ces pages. Ça aurait été vraiment, vraiment bien. Ouais. J'ai un petit regret éditorial sur cet album parce qu'il aurait pu être encore meilleur. Voilà, c'est toujours ce qu'on se dit. Moi, je vise jamais, je suis jamais satisfait de ce qu'on fait. Je me dis, tiens, on aurait pu faire encore mieux que là, ça aurait été super. Ouais. Mais c'est déjà très bien. Bah ouais. Encore des Eh bien, questions. On essaie de reprendre nos fils du ski de. Voilà, il va y avoir du Voilà, montage, ça va couper là. Là, c'est bon, Ouais, enfin. ouais, non, mais on avait écrit plusieurs petites questions comme ça, mais du coup, c'est vrai que en parlant, On répond enfin, aux du coup, questions, c'est ça qui est chouette. ouais, voilà, Et c'est moi, ça. j'ai posé une question, mais qui est très dure. Alors, je sais pas si tu vas réussir à répondre. C'est est-ce qu'il y a un ouvrage dans lequel tu es le plus fier d'avoir édité? Waouh, ouais, alors.
Oui, probablement. Alors, un bruit pour point comme ça, j'ai toujours un peu de mal C'est à dur, hein. le sortir, ouais, parce que c'est aussi que te demander, lequel de tes enfants tu préfères, quoi. Bon, moi, Heu, j'en ai qu'une, c'est facile C'est comme facile. réponse. Et encore, c'est pas Mais oui, celle-là. et c'est pas celle-là. non, mais ça dépend des époques, en fait. Oui. Par exemple, j'étais super fier qu'on puisse permettre à Criminal de démarrer, quoi, avec le tout premier tome de la série Criminal. Parce que je me souviens, alors c'est une anecdote que j'ai peut-être déjà racontée, donc je vais radoter, mais tant pis. Je me souviens de l'époque où on était assis tous les deux sur les marches à l'arrière de San Diego avec Ed Brubaker. Et il me dit, voilà, j'ai ce projet là, Génial. criminal qui va démarrer, mais je suis un peu emmerdé, j'ai pas les ronds pour payer Sean Phillips, quoi. Ok, parce que c'était dans le cadre du label Icon chez Marvel à l'époque, faut se rappeler. Donc j'ai fait un truc à l'époque que je faisais pas et que j'aime pas faire en général, c'est dire banco, acheter une série à l'aveugle, c'est-à-dire sans vraiment savoir ce qu'elle contient, sans avoir pu lire ne serait-ce qu'un ou deux épisodes en fait d'une série ou d'un album. Je lui dis ok banco, moi j'aime ton travail, j'adore, je connais Sean Phillips qui est un pote de Charlie Adler, donc on se fréquentait déjà un peu. Donc je fais confiance, je pense que ça va être génial, ça va être canon. Et donc on a acheté les droits et aussi on s'est occupé pendant quelques temps de la vente des droits internationaux de Criminal. Ah Je me oui, rappelle qu'on a vendu la série à Panini, je crois. Ça D'accord. remonte un bout de temps. D'accord. Et donc c'est cet argent qu'on a versé nous pour la première édition française qui a permis en fait à Ed de payer Sean pour faire le premier tome et donc d'amorcer la pompe finalement pour que la série. génial. Donc ça, C'est excellent. on se dit, bah ouais, tiens, on a travaillé, on a fait un truc, mais je sais pas, là, plus récemment, il y a un peu plus d'un an, l'édition du Ed Gein de Eric Powell, c'est vraiment un truc qui m'a tenu beaucoup à cœur parce que c'était un travail très différent de la part d'Eric Powell. On ne savait pas du tout comment ça allait pouvoir être reçu et ça s'est avéré être un chouette succès commercial et critique qui sera suivi d'ailleurs d'un autre bientôt là. Je peux pas. Enfin, c'est un ouvrage qui a été annoncé très récemment aux États-Unis, donc je peux en parler. Oui, c'est le Dr. Worthless. Ça va s'appeler en anglais. C'est un ouvrage du même type que le Ed Gein, qui sera publié à propos de Frédéric Wertham, qui est l'auteur de Seduction of the Innocent, ce fameux pamphlet anti-comics au moment de D'accord. la purge noire aux États-Unis. Donc ouais, Ed Gein, oui. Il y en a vraiment, honnêtement, il y en a beaucoup. Le Cinder NH, par exemple, aussi de Jerry Conway. C'est des ouvrages qui parfois sont passés complètement sous le radar, mais qui moi me tiennent Parce que j'ai pas entendu vraiment à parler. cœur. Non, alors ça, faut lire absolument. C'est Jerry Conway, c'est une mini-série en 4 numéros, écrite par Jerry Conway, dessinée par José Luis Garcia Lopez, qui est un des plus grands dessinateurs encore en vie aujourd'hui qui existe, qui a quasiment fait toute sa carrière chez DC Comics. Et je sais que par le truchement d'un accord qu'on avait avec DC, on était parvenu à le publier, même si la licence était déjà chez Media Participation. Et on avait fait cet album, et dedans, il y a des dessins inédits côté de José Luis qui nous a confié pour faire un petit bonus graphique, à tel point que DC Comics a daigné enfin publier un trade paperback aux États-Unis de cette série par la suite, quoi. Donc on se dit, ouais, tiens, quand on a un petit peu, on est à l'initiative finalement qu'un ouvrage existe et que le talent d'un auteur soit reconnu, ça c'est vachement satisfaisant. Je peux en citer Tu plein. peux juste répéter le nom, comme ça je me le note. Cinder and Ash, voilà. Okay. Cinder et H-A-S-H-E. Ok. Il y aura aussi Winterworld, qui est une série dessinée par le grand Jorge Zafino, écrite par Chuck Dixon, qui est un album qu'on a sorti il y a quelques années, qui était publié chez IDW. Parce que Jorge Zafino, ça aussi, c'est un artiste absolument pas connu du grand public, mais sublime, magnifique. Il y a une série qu'on a sortie qui s'appelle Borderline, qui était écrite par Carlos Trio et dessinée par Eduardo Risso, dont le titre... Borderline, c'était le titre en VO, et on n'avait pas pu le réutiliser parce qu'il y avait une autre série publiée chez Bamboo qui s'appelait Borderline. Donc, on ne pouvait pas sortir une deuxième série en BD, surtout du même titre. Et on l'avait appelé Point de rupture en français. C'est 4 albums au format Walking Dead.
Et pareil, une série que je considère sublime. Voilà. Puis Eduardo Risso, magnifique. Et puis Risso, qu'on va retrouver d'ailleurs chez Delcourt en 2025 probablement, avec Azzarello au scénario, dans le cadre d'une publication chez Distillery aux États-Unis. Ok, ils se reforment alors le duo. Ouais, bon, ils ne se sont jamais quittés de vue en fait. Je pense qu'il y a, il y a ça. Le Spawn 30e anniversaire, c'est un autre exemple. Plus récemment, sincèrement, je peux faire le tour de notre tête ici. Vous trouvez plein comme ça, quoi. Mais là, très très récemment, Aerosmith, ouais, parce que c'est un énorme hommage que je cherchais à rendre depuis hyper longtemps à Carlos Pacheco, qui est décédé malheureusement. Et voilà, Chroma, c'est pareil. Enfin, voilà, et en fait, derrière chacun de ces ouvrages que je cite, finalement, il y a soit une anecdote sur la création, soit le fait que ça a permis que l'ouvrage existe à l'étranger, soit il y a une relation particulière avec l'auteur. Voilà, mais j'en oublie très probablement. Ouais, par exemple, pour revenir sur point de rupture, recevoir un mail de Carlos Trio avant sa mort, bien entendu aussi, qui dit l'édition que vous avez faite, c'est la plus belle que j'ai jamais vue au monde. Donc tu reçois un truc comme ça, tu t'encadres le truc et tu dis c'est chouette. Bon, rien que pour ça, il faut faire ton métier, je pense, effectivement. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on le fait, mais c'est avant tout pour encore une fois, je dis susciter un petit peu la curiosité des lecteurs pour qu'ils soient tentés d'aller voir autre chose que ce qu'ils ont déjà lu 10 000 fois dans des licences rebattues, quoi. Mais c'est vrai que c'est aussi de fait beaucoup plus difficile parce que c'est pas du tout évident de susciter l'intérêt quand tu présentes des auteurs pas forcément connus, des personnages pas connus, des récits qui sont en dehors des sentiers battus et qui sont pas sempiternels récap des origines d'un personnage qu'on connaît depuis 60, 70, 80 ans, quoi. Tu vois, c'est très difficile. C'est parfois compliqué, mais bon, ça fait aussi partie du plaisir qu'on peut avoir à parfois imposer quelque chose dans ce registre-là, quoi. J'avais une petite dernière question. Parce que et après, on parle du garde républicain, alors. Et après Benoît, prépare-toi. Non, ça va être très très rapide. Ce que tu parlais de point de rupture, si on traduit, on pourrait traduire ça par Point Break, et qui dit Point Break dit Keanu Reeves. Si je parle de Keanu, est-ce que tu l'as rencontré? Je l'ai pas rencontré, mais on a fait une visio avec lui, avec Matt Kind et avec Ron Garnet, ouais, juste avant le lancement du. Ouais, j'ai fait des copies d'écran pour envoyer à mes enfants. Mais c'est ça. Putain, je suis à 2 visios de Keanu Reeves. Tu sais, c'est pas 2 serrages de main. Calme tes ardeurs. Calme tes ardeurs. Chacun doucement. ses trucs. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était hyper intéressant parce qu'on a vraiment parlé bande dessinée. C'est un vrai fan de BD. Enfin, ça, c'est connu. Tout le monde, quand on s'intéresse un peu au personnage ou à ce qu'il a fait, on le voit, on le sait. C'était avant le lancement de Berserker et c'était vraiment un chouette moment d'échange. Alors c'était hyper calibré parce qu'il y a toujours les attachés de presse qui sont là pour dire attendez les gars, vous avez 20 minutes puis pas une de plus. Puis en fait on est resté 5-10 minutes après le cut, quoi, en fait. Et moi j'étais dans mon bureau chez Delcourt et il y a un énorme panneau qui est une vignette en fait de Hellboy agrandi qui est accroché au mur derrière. Et il y a Keanu qui dit mais ce serait pas Hellboy là derrière? Je dis ouais. Alors je prends mon ordi comme ça puis je commence à lui montrer un petit peu ce que c'est et on est parti à parler de Mignola, de Hellboy, d'autres trucs, quoi. Ce qui fait que trop bien, vraiment à fond dans la partie comics et c'était chouette, quoi. C'était un chouette moment d'échange, ouais, c'est cool. Ouais. Tu vas peut-être pouvoir le rencontrer parce que il vient d'annoncer une tournée avec son groupe et il vient à Paris en juin. Ouais, j'en ai vu ça aussi, ouais. Maintenant, c'est quelqu'un aussi, et puis ses équipes surtout, mais qui compartimente énormément les choses. Donc, quand il est là pour faire la promo d'un film, ça a été le cas avec John Wick, il est là pour John Wick, d'accord. Quand le moment sera venu de faire la promo de Berserker, si et quand le film se fera. Moi, je dis toujours si parce que des adaptations ciné, on en annonce tous les jours quasiment aujourd'hui. Oui, puis à Hollywood, ça va, ça vient. Des trucs faits, signés, emballés déjà, mais qui ne sont pas diffusés, ça se fait. Batgirl est un exemple, ou Batwoman, je sais plus. Chez Grendel était une série que Matt Wagner, il a une saison complète qui est prête, mais qui ne sera jamais diffusée sur Netflix.
Eric Powell avait un accord signé avec Netflix pour sa série The Goon par Fincher. Ben non, ça se fait pas non plus. Par Voilà. Fincher en plus. Ouais. Putain, Depuis c'est le début. fou, Et quoi. si vous allez sur le YouTube, Internet, vous trouverez d'ailleurs un trailer de ce que ça pourrait être sous forme d'animé adulte long métrage, quoi. Et qui existe. On voit effectivement, il y a quelques minutes de ce que serait The Goon. C'est juste super, voilà. Et on rêve tous de voir ça quand on est fan de la série et puis fan de cet auteur, comme je le suis par exemple. Et de savoir que malheureusement ce projet est dans les tuyaux depuis 10 ans, mais c'est le development hell, comme on dit, d'Hollywood, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas les fesses vissées dans un fauteuil, dans un cinéma ou devant sa télé et que c'est pas diffusé, faut pas y croire, quoi. C'est tout. C'est ça. Bon, l'autre exemple, c'est Spawn, hein. Voilà, on entend parler depuis super longtemps. Ah oui, 20 ans. c'est vrai. Ça viendra un jour ou pas, on verra. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Ça n'a pas d'existence tant qu'on n'est pas devant, en fait, pour le regarder. Donc, Et à chaque fois qu'il en parle, Todd McFarlane, il y a toujours une excuse. Non, mais là, c'était la grève des scénaristes. Non, mais Oui, là, en fait, j'avais oublié d'acheter le pain. Il y a toujours un truc. Mais bon, j'espère qu'on le verra, parce que c'est vrai que le moi aussi, premier moi, film qui avait été Quel fait, premier hormis film? la Ça n'existe cape, pas. Quel premier film? mais n'empêche, sans Mais déconner, je veux si, dire, je pense qu'on peut. mais non, mais en plus, faut le remettre dans le contexte. Je veux dire, c'est quand même un film qui a 30 ans, quoi, aujourd'hui. Ouais. Mais il a l'avantage, d'exister. Enfin, on ne peut pas se contenter forcément de ça. Et puis, à le regarder, ouais, enfin, excuse-moi, c'est pas pire qu'Electra, qui a été fait plus tard, quoi. Enfin, Quel Electra? C'est quoi Electra? Il y a des choses dont on ne parle plus. Pas pire que ouais, Venom, hein, récemment. si, à la limite, mais on peut aussi parler, je sais pas, du JLA, du tout premier JLA, des premiers Captain America. On peut parler de. Enfin, il y a Oui, la- voilà. les Oui. Fantastic bien Four de sûr. Borman. Enfin bon, voilà. Mais il faut savoir que. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toute une génération de personnes, vous en faites probablement partie, vu votre jeune âge, mais qui avaient été nourris, je sais pas, au X-Men depuis le début des années 2000, on va dire, et puis après au film Marvel à partir de 2008. Et puis Flash. Et puis la série Flash, mais tu parles de la série Flash. La série Non, était je bien. parle du dernier film. C'est paru récemment, mais les effets spéciaux, c'est comme Spawn. Non, mais Ah, il faut se dire qu'à une époque, quand il n'y avait pas eu grand-chose, en fait, ce qui m'a fait rêver, c'est les Superman au cinéma avec Les Christopher premiers Reeve, Star quoi, Wars. en fait. Voire même les premiers Star Wars, ouais. Moins depuis, mais oui, bien sûr, les premiers Star Ouais, les Wars. premiers, c'était fou. Pour l'époque, c'était fou, comme Retour vers le futur. Je trouve que ça a bien vieilli, contrairement par exemple à Spawn. Oui, bon, encore une fois, c'est extrêmement discutable, mais ouais. replacé dans le contexte, c'était pas mal du tout, quoi. Voilà. Oui, voilà. On, Non, bah, on super. va, on va laisser Benoît enchaîner sur le garde, puisque c'est un gros fan du garde. Il nous en merci. parle comme d'Invincible. Ouais, Yes. voilà. Non, mais voilà, moi j'ai découvert ça sur, je crois sur Facebook ou sur Internet. Je sais plus à quelle occasion exactement. Et du coup, je me suis permis d'en acheter pour l'instant 3 et un 4e. Écoute, permets-toi, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, j'ai pas encore. Il faut que j'avance dedans parce que bon, voilà, c'est encore une fois, il y a j'ai des choix à faire au niveau de mon portefeuille. Donc au fur et à mesure, voilà, c'est toujours dans ma piste dans ma liste à Merci acheter. beaucoup à toi, en tout cas. Ouais. Mais je me régale. J'ai trouvé le concept très intelligent de ce personnage qui est. Je fais un petit speech sur le Vas-y. personnage hein, qui est Te donc un plante pas. super-héros français. Non, mais voilà, qui est un super-héros français qui change à chaque itération, chaque génération, on va dire. Il y a un super-héros. Et ça fait un peu comme le fantôme du Bengale. Alors oui, ça aussi. Oui, La dernière fois, j'ai essayé. c'est une influence J'ai essayé- assumée, hein, bien sûr. Ouais. C'est ça, j'ai essayé d'expliquer ça, je sais plus, À à ma nous, famille, sûrement. il y a pas si longtemps que ça. Non. Et on m'a dit le fantôme du Bengale. J'ai dit non, bah alors là, je suis perdu. Là, ça va être compliqué. Bah oui, Mais ouais, je sais. ça plonge ses racines dans l'histoire des comics américains, puisque Fantôme du Bengale, c'est un des tout premiers personnages masqués, on va dire, super-héros. C'est un personnage qui prédate Batman, par exemple. Donc voilà, il y a des choses qui transpirent à travers Batman, mais qui sont issues effectivement de ces héros de pulp, puis de bande dessinée. Et le fantôme, c'est un des personnages aussi, moi, que j'ai lu de mon enfance. Donc, obligatoirement, ça a infusé. Ouais.
Ouais, ça. Et puis bon, ça fait un mix de ça avec tous les super-héros que je pense que tu as pu lire. Là, le dernier, enfin pas le dernier en date, mais le plus récent, ça fait très Captain America. Mmh. Mais tu en as d'autres. Ça fait aussi penser à ce qui se faisait à un moment donné sur 1602, je crois, sur les Marvel, puisque en fait, il y a toutes les époques. Ça remonte à la Révolution. Ouais, tout Si à je fait. dis pas de J'ai bêtises. considéré dans cette petite mythologie que constitue le bac à sable du garde républicain, que le tout premier garde, c'était Lafayette lui-même, d'accord? Parce Voilà. que c'était un ardent défenseur des valeurs de la République, qui sont moi des valeurs personnelles qui me tiennent beaucoup à cœur, hein, le vivre ensemble, la tolérance, liberté, égalité, fraternité, c'est pas que des mots, il faut pouvoir les incarner. Et il n'y a rien de mieux qu'un personnage de super-héros pour les incarner, surtout que je lis très peu de super-héros aujourd'hui. J'ai déconnecté énormément de ce que nous offre aujourd'hui principalement Marvel et DC. C'est pas le cas avec Invincible, Savage Dragon ou d'autres de cet ordre-là, parce que je pense qu'ils ont conservé l'essence de ce qu'est le genre super-héros. Et le garde, ben c'est vraiment ça, quoi. C'est un personnage qui est pas un être doté de super pouvoirs, c'est un simple mortel entre guillemets, Mm. et qui l'est à travers ses âges, quoi. En fait, la personne qui va incarner le garde républicain de son époque peut mourir au combat, peut mourir de vieillesse, peut mourir d'une maladie, tout est possible. Ce qui m'intéresse beaucoup plus quand on parle de surhomme, c'est homme que le côté super, quoi, en fait. Ok. Et d'avoir effectivement cette espèce de mix entre le fantôme du Bengale pour ce qui est du passage de témoins de génération en génération, avec un French Captain America, pour faire extrêmement simple et pour pitcher les choses de manière très très simple, bah, ça Mhm. m'intéressait, parce que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un personnage qui incarne les valeurs de la République et qui soit là pour essayer d'être un super-héros aussi, c'est-à-dire quand ça va pas, quand il y a un problème, que ça soit de terrorisme, un truc surnaturel, ben oui, le garde peut être là à n'importe quelle époque, quoi. Et donc c'est Lafayette le premier, puis ensuite, lorsque Lafayette disparaît, eh bien quelqu'un prend le relais, relève le flambeau, et on arrive à aujourd'hui, voire même dans le futur, puisque je Oui, oui, m'interdis oui. pas d'aller raconter des récits uchroniques. Enfin, c'est pas une uchronie, non, justement, je réfute le terme parce que j'utilise l'histoire de France de ces 250 dernières années, qui est extrêmement riche en fait en événements, comme vraiment un terreau dans lequel je fais intervenir le garde, mais je ne change pas l'histoire elle-même, quoi. À part effectivement le futur, où là je me permets, de préférence, d'inventer des sociétés totalitaires dans lesquelles il y aura besoin d'avoir quelqu'un qui va défendre des valeurs saines, quoi. D'accord. Après, voilà, pour l'instant, j'en ai lu que très peu, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, mine de rien, un fil rouge sur l'ensemble des tomes avec, je vais pas dire un gouvernement, mais avec quelque chose qui, on va dire, pas manipule, mais d'une certaine façon, qui est là en fond pour utiliser ce garde. Ouais, la réalité, c'est que bon, on en est à 18 numéros de la série régulière, plus des Voilà. spéciaux, mais Vache. Mm. ouais, il y a deux éléments qui sont un peu récurrents, une espèce de fil rouge dont tu parlais. À la fois une organisation un peu éco-terroriste qui s'appelle Nemo, voilà, et que tu verras apparaître au fur et à mesure des éléments. Nemo, comme le capitaine Nemo, bien sûr. Mhm. On sait que Nemo, ça veut dire personne. Mais là, en l'occurrence, c'est un acronyme pour New Ecological Matrix Organization. Et ça me permet effectivement d'avoir un groupe terroriste / éco-terroriste, pas forcément pour les bonnes raisons, parce que au contraire, l'écologie, c'est plutôt une cause qui me tient énormément à cœur. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est toujours la tentative, effectivement, de manipulation et de récupération que peuvent avoir les différents gouvernements de ce qu'est le garde en tant que tel, hein. Quand on a une icône comme ça qui représente des valeurs, on cherche à effectivement l'attirer pour défendre la raison d'État. Sauf que les valeurs de la République, ça n'a rien à voir avec la raison d'État. Oui, Voilà. en plus, c'est Donc il y a, actuel, c'est ça qui est bien. ouais, bah effectivement, c'est pas compliqué, effectivement, quand on regarde les actualités, de voir un peu ce qu'il en est. Je fais pas un pamphlet politique à chaque numéro, simplement. Non. Quand on parle de valeurs de la République, de laïcité, de choses comme ça, moi, c'est des thèmes qui me parlent énormément. C'est des choses qui ont marqué mon éducation, mon enfance, et que je fais passer à mes minots aussi. Et d'ailleurs, je suis très très fier de collaborer le temps de 1 ou 2 épisodes avec mon fils, par exemple. Donc ça, c'est marrant. Ce passage de flambeau, il s'opère aussi
cette manière-là, quoi. C'est génial. C'est cool. Faut quand même préciser que sur chaque tome, il y a des dessinateurs différents. Donc, Alors oui, ce qui se passe, c'est qu'à chaque époque, j'essaye d'attacher un dessinateur différent. C'est-à-dire quand on a le garde des années 70, eh bien, je travaille avec un jeune auteur rouennais, enfin plus si jeune que ça d'ailleurs, hein, on prend tous de l'âge à force. Christophe Hénin. Sur le garde contemporain, j'ai eu la chance de collaborer avec Ludovic Rodriguez, qui aujourd'hui se tourne beaucoup plus vers l'illustration d'ailleurs. Sur une période un peu post-apocalyptique, en ce moment je travaille avec Pascal Millet. Sur une période un petit peu plus futuriste, il y a Marty, il y a Patrice Martinez qui a travaillé aussi sur Oplitea, qui est une autre série de super-héros française. Bref, j'essaye toujours de conserver une constance en fait de dessinateur avec chaque garde de chaque période, d'accord. D'accord. Et c'est pour histoire de garder une consistance graphique en fait pour chaque période abordée. C'est cool. Non, franchement, moi je suis très content de les avoir et j'ai hâte de lire la suite. Pourquoi c'est pas publié chez Delcourt? Parce que je voulais pas. Ah, c'est toi qui ne voulais pas. Non. Mais alors, faut être très clair. C'est la réponse un peu facile, mais j'en ai parlé à Guy au moment où j'ai relancé le projet, parce que c'est un projet qui est né quand j'étais adolescent, en fait, dans le cadre d'un concours de dessin, hein, pour la petite histoire. Ah oui, ok. Organisé dans les pages de Mustang. Alors Mustang, c'est la revue qui a vu naître Photonique, Oui. compagnie au début des années 80. Donc j'étais tout minot, je participe à ce concours, j'ai pas gagné du tout, hein, je vous rassure. Et, mais le personnage, il est resté quelque part ici. Et il y a une grosse dizaine d'années, j'allais avoir 50 balais, et je me suis dit, bon, c'est bien beau d'être éditeur, mais ça serait intéressant aussi de se mettre dans les godasses de l'auteur pour voir ce que ça fait aussi, hein, d'être un peu confronté. Tout à fait. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui feraient bien de se frotter à cette réalité aussi là pour descendre de leur tour d'ivoire. Ceci étant dit, moi, ça a été ce que j'ai fait. Et en choisissant effectivement de fouiller dans mes cartons et de voir quel projet pouvait m'intéresser, je commençais vraiment à me désintéresser aux super-héros déjà à l'époque, quoi, pour les raisons évoquées plus tôt. Et c'est ce projet-là qui est revenu. Je me disais, puisque t'aimes pas les super-héros aujourd'hui, vas-y. Fais-le toi-même, quoi. Tiens, quoi. Voilà, ouais. Faut pas avoir que de la gueule, des fois, faut essayer d'y aller. Aussi difficile que ça puisse être, quoi, en fait. Et donc, j'ai fait un premier numéro. Alors, j'avais pas l'argent pour le financer, hein, parce qu'il faut payer les dessinateurs, hein, et les coloristes et les lettreurs et les metteurs en page. Et l'imprimante et tout, quoi. Et l'imprimeur, ouais. Et en l'occurrence, en fait, j'avais écrit un bouquin sur les comics qui s'appelle Comics, les indispensables de la BD américaine, qui était publié chez. Je crois que c'est un des premiers bouquins publiés chez Huggin et Mumin. D'accord. 2012. Qui est plus au catalogue aujourd'hui, qui est épuisé. On en a vendu pas mal, donc c'était cool. Et j'avais touché une petite avance de 2000 € pour tout vous dire, et c'est ce fric-là que j'ai réinvesti dans le premier numéro du Garde. Et ainsi de suite, comme ça a permis de lancer la machine, quoi, en quelque sorte. Et puis de dépoussiérer le concept, bien sûr, de l'enrichir, parce que quand on crée un super-héros, qu'on a 16 ou 17 ans, on n'a pas assez de poils au cœur ou de conscience politico-sociale et autres pour peut-être lui donner un peu plus de profondeur. Ouais. La consistance, ouais. De consistance, ouais. Donc c'est parti comme ça. Et puis après le premier numéro, ça avait bien marché. J'avais coché une case en me disant dans la liste des 50 choses à faire avant de mourir, ça c'était fait, mais on passait à autre chose. Et puis finalement, les gens demandaient, ouais, mais il y a pas d'autres aventures, enfin, pas autre chose. Et puis là, j'ai décidé de piocher en fait dans les racines même du concept, qui était, on va dans le numéro 2, on va aller chercher les origines du tout premier Garde, Lafayette lui-même. Et puis dans le 3, on va travailler sur les années 70, parce que c'était celle que aussi je connaissais quand j'étais minot. Et puis c'était plus simple aussi d'avoir accès à un récit. Je me souviens des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi cette période-là, c'est que c'est une période durant laquelle il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de drone, il n'y a pas de trucs comme ça. Et finalement, ça peut permettre un peu plus de liberté, on va dire narrative, avec un personnage qui met son slip au-dessus de son pantalon, quoi, en fait. Et c'est bien, ça peut donner de l'espoir à Red, puisque c'est un dessinateur qui est en devenir. C'est ça. Voilà, écoute, bienvenue. Donc voilà, ça s'est développé comme ça, un peu de manière organique, quoi. Et puis voilà, 10 ans plus tard, on en est à
en gros une grosse trentaine de numéros avec des collaborations avec des auteurs dont j'aurais jamais rêvé qu'ils puissent venir se frotter au Garde. C'est Jean-Yves Mitton, par exemple, créateur de Mythos et autres, qui fait 2 numéros, alors que je l'avais approché, parce qu'on se connaît même depuis longtemps, mais Jean-Yves, je rêvais déjà qu'il puisse faire une illustration de couverture. Voilà, rien que ça aurait été génial. Ah ouais. Et en fait, il m'a dit ouais, non, mais ça m'intéresse ton truc là, je vais faire un récit. Bon, au final, il me fait 2 fois 50 pages, je crois, un truc comme ça. C'est un truc de malade. Et vu que tu connais d'éditeurs aux États-Unis, de choses comme ça, tu leur as déjà peut-être proposé ou soufflé l'idée? Non, ce qu'on fait là en ce moment avec le label Hexagone Comics, avec lequel je collabore en France pour ce qui est du label en fait, parce que c'est de l'auto-édition complète. Ça n'a rien à voir avec Delcourt d'une part, et puis c'est quelque chose que je vends en festival quand je suis présent en tant qu'auteur, avec la casquette auteur, ou bien par correspondance, quasi exclusivement. Donc si ça vous intéresse, je pourrais glisser la page Facebook. Yes. Moi, je suis un vieux Facebook, en fait, d'accord, ok. Donc, c'est via Facebook, effectivement, en message privé, que je peux proposer un bon de commande, un petit catalogue des numéros du Garde et ainsi de suite, quoi. On mettra ça en description. Et avec Hexagone, bah oui, on est en train de. Il y a deux numéros à ce jour qui sont en anglais et qui sont disponibles. Ah oui, d'accord. Ok. Cool. C'est top. Toujours en direct, quoi, en fait. Après, on mettra le MySpace de Thierry, du coup. Skyblog. Ouais. Non, mais c'est vrai que le fait de pouvoir accueillir, c'est même complètement inespéré, mais sur ce personnage, des gens comme Frank Cho, Eric Powell, Mike Mignola. C'est fou. Non, mais c'est ouf. Il a fait une couverture, Frank Cho, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, incroyable. Et Denis, tu l'as pas? Il faut que tu la trouves. Non, je ne l'ai pas. C'est celle-ci, c'est celle de Frank, ça, ouais. Bah, ouais. Moi, j'attends la version noir et blanc, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai, on scanne, si tu veux. Donc. Franck m'a offert l'original aussi. Ouais. C'est vrai. Bon, c'est normal. C'est normal. Et là, la couverture que tu montres, Benoît, c'est Olivier Perru qui a fait cette magnifique couverture. Celle-là, je la trouve magnifique. Elle est vraiment très, très belle. Elle est magnifique aussi. Ouais. Donc, c'est autant d'auteurs français que d'auteurs de comics américains. Donc, j'en ai plein qui ne sont pas dévoilés encore. Je sais pas, il y en a une d'Olivier Vatine, là. Il y en a une de Paul Renaud qui n'est pas sortie encore. Il y a. Enfin voilà, Mike Perkins aussi, on en parlait tout à l'heure. C'est un peu tous les copains, quoi, en fait. Et quand on parle de ça, il s'engage sur le truc, quoi. C'est chouette, quoi. Paul Renaud qui était dans une de nos dernières interviews il n'y a pas longtemps. Et voici mon chien qui me casse les couilles depuis tout à l'heure. C'est l'heure de la graille. Vas-y. C'est ça. Tu veux me faire sortir, s'il te plaît? Non, ta gueule. Bon, bah voilà, moi j'ai fait ma liste de questions. Je sais pas si vous avez encore d'autres choses. Non, mais juste, je précise, et je crois qu'il y a eu une attraction, enfin, ou au moins au Futuroscope, c'est ça, avec le Garde? Et apparemment d'autres super-héros, mais j'ai pas trop suivi. Non, tout simplement sous la houlette de l'ami Xavier Fournier, que vous devez sans doute connaître au moins de nom. Oui. Tout à fait. Un des co-créateurs de Comic Box, d'une part, et puis journaliste émérite, auteur de Super-héros, une aventure française. Marathonien aussi. L'édition Guilhem-Amine. Marathonien, je sais pas, tu verras avec lui, tu te débrouilles. Il a fait le marathon de New York, je crois. Je crois qu'il y avait eu un truc comme ça. D'accord. Et il fait des crêpes aussi, un vendredi sur 2. C'est ça, bonne chance, mec. Non. Et donc Xavier ayant écrit ce bouquin, il a servi de base au développement d'une attraction au Futuroscope, qui est vraiment en plein redéploiement depuis maintenant quelques temps. Il y a eu de nouveaux investisseurs et le parc se tourne un peu plus vers la logique du parc d'attractions, en fait. Et une de ces attractions s'appelle Étincelle et la malédiction de l'opale noire, met en scène une super-héroïne française créée pour l'occasion. Mais à travers, je dirais, toute la zone d'attente, il y a des énormes panneaux en fait qui sont présentés. Je vous encourage à aller voir sur YouTube ou ailleurs les présentations de cette attraction au Futuroscope. Et ça met en scène, je sais pas, une douzaine de super-héros français, notamment Fantax, qui est le plus connu peut-être. Il y a aussi Nick Talop, il y a aussi monsieur. Enfin bon, il y en a une douzaine, y compris le Garde, et aussi l'Apache qui avait été créé par l'ami Hubert Mounier, alias Cled Boris, le chanteur de la ferme Louis Trio, en fait, et qui était aussi auteur de BD.
et que je viens de rééditer d'ailleurs. Le récit de l'Apache a été réédité il y a quelques mois ici. Et voilà, donc c'était une belle manière de donner de l'exposition, de donner de la visibilité en fait aux gardes et à tous ces personnages parfois un peu oubliés, notamment des amateurs de comics et de super-héros qui ne jurent que par les super-héros américains, ce qui est un peu dommage. Et là, on a une vraie histoire en fait française des personnages de super-héros. Puis c'est oublié un petit peu vite que, je sais pas, moi, des gens comme Uderzo ont travaillé sur des super-héros hein, avant même de créer Astérix. Donc là aussi, il y a des recherches à faire. Il y a tout un travail en fait qui existe là-dessus. Et on se rend compte que JG a dessiné du Superman à une époque, que Uderzo a fait du Shazam. Voilà, bon, tout ça, ça fait partie de notre histoire aussi. Mais oui. C'est vrai. Ouais, c'est fou ça. Vraiment, faut aller bouquiner ce superbe ouvrage qu'a fait Xavier et qui a servi donc de base à ça. Et je suis particulièrement heureux et fier que le garde ait été choisi pour faire partie de ces personnages-là, quoi. Du fait qu'il a des incarnations effectivement qui remontent à très longtemps dans l'histoire de France. Donc ça permet aussi d'avoir des exemplaires du garde disponibles dans la boutique à la sortie de l'attraction. Enfin, c'est une vraie belle visibilité, quoi. Ouais, donc cool. voilà, en attendant un dessin animé, un jeu vidéo, un film, une série télé, j'en sais rien, quoi. Il y a déjà un webtoon. Oui, il y a le webtoon aussi, ouais, c'est une autre étape. Ça aussi, c'est le relationnel avec une structure qui fait de la webtoonisation, effectivement, et qui a permis de transformer le tout premier épisode. Donc, je poste régulièrement au fur et à mesure que les webisodes sont disponibles. Je les poste effectivement sur la page Facebook. C'est l'occasion de découvrir et d'avoir une expérience de lecture très très différente, avec une narration différente, mais qui est fort habilement adaptée en fait au format du téléphone. Et là aussi, les liens sont disponibles sur ma page perso ou la page du garde. Donc, n'hésitez pas. On mettra tout ça dans les commentaires. Ouais, on fera ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, je viens de vérifier, ce n'est absolument pas lui qui a fait le marathon New York. J'ai confondu visuellement avec un autre journaliste. Voilà, c'était la parenthèse. Non, mais je pensais que c'était une grosse vanne. Après, non, j'étais sûr de moi, mais j'ai confondu avec un autre. Et pour les crêpes, non? Et ça, j'ai pas trouvé. C'est pas écrit dedans. Merci beaucoup en tout cas. Thierry, c'était très intéressant. Très cool. Merci beaucoup. On te contactera lorsqu'on fera les Invincibles. Exactement. Ça, ou Spawn, ou d'autres choses, ou pour les 30 ans d'Hellboy aussi, tiens, il y a matière à faire quelque chose, quoi. Ouais, nickel. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux avec des crêpes. Ah ouais. Avec les crêpes, le banana bread, ça va, le riz au lait, des choses comme ça. On sera bien, on sera un petit déj. Je vous avais dit que ce serait des questions gustatives. On en revient toujours. Ça, tu vois, voilà, c'est ça. Full circle. Ok, on boucle la boucle, tout va bien. Parfait. Merci. Encore merci. Merci à tous ceux qui vous suivent aussi et à très bientôt. Yes. Merci beaucoup. On vous met tout dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser pour Denis parce que c'est son kiff. Il adore ça. Voilà. Et puis on a un podcast et sur YouTube. Et sur Apple Podcast. On a réussi. Et sur Dailymotion aussi. Ouais. Ok. Et MySpace partout. Et MySpace. On va ouvrir un Skype bientôt. Allez, salut. Ciao sur Caramel. Merci.